Troisième partie. Ils sont créés dans notre présent, mais certains de ces Essazani sont revenus du futur afin de nous remercier de l'héritage génétique et d'aider les Pléiadiens à nous guider vers l'espace. On voit les Essazani dans le film Close Encounter of the Third Kind. À la fin du film, ce ne sont pas des robots, mais les êtres réels qui ont joué dans le film. Ce film a été financé par le gouvernement pour habituer le public à la présence des grilles. Même le vaisseau mère du film aurait été construit à partir d'un modèle authentique, à l'exception de toutes les lumières et fioritures extérieures. Sept blonds pléiadiens, prussioniens et syriens, quelques noms d'extraterrestres de la race blonde qui ont apporté un savoir dans l'histoire des hommes, Imhotep, Merlin, Padmasambhava, Quetzalcoatl, Hermesto, Odin qui connaissait les secrets du vol magique, Lu avec son casque d'argent, son épée invincible et son vaisseau voguant au-dessus des terres et des eaux, Déméter qui amena les graines céréalières à d'autres mondes. Dans les siècles passés, les blonds ont souvent été pris pour des anges. Leur âge paraît toujours entre 27 et 35 ans, quel que soit leur âge réel. Leur habitat et leur style de vie étaient différents de ceux des hommes, mais leur comportement était compréhensible en termes humains et en harmonie avec celui des hommes. Leur sang était aussi différent, il se présentait sous la forme d'un liquide clair que les Grecs appelaient ichor. Les blonds présentent en effet un système lymphatique surdéveloppé comparé au standard humain tandis que leur système circulatoire sanguin est sous-développé. La fédération des blonds, qui contient des êtres aux cheveux de toutes couleurs, blond, noir, marron, auburn et roux, s'appelle l'Alliance interdimensionnelle des mondes libres, IAFB. Ils sont originaires d'un système solaire qui tourne autour de l'étoile Procyon, une étoile double de spectre jaune-blanc qui se trouve juste devant Sirius de la constellation du Petit Chien. Procyon se situe à 11,4 années-lumière du Soleil. Leur planète est la quatrième du système double de Procyon. Les êtres de Procyon ont été les premiers à contacter le gouvernement US, mais celui-ci n'a pas voulu traiter avec eux car il n'avait pas l'intention d'amener en échange de la technologie nucléaire. Les Procyon, par leur accès à l'hypertemps, ont la capacité de voyager dans le temps et entre les dimensions. Un certain nombre de Procyon ont quitté Procyon clandestinement pour se réfugier, s'exiler dans les couloirs du temps lorsque les grilles ont envahi Procyon. Le nom de leur planète signifie « le monde de ceux qui voyagent dans le temps ». Ce sont eux qui, dans l'Antiquité, ont fait ériger les mégalithes. Ceux-ci étaient géométriquement et célestement alignés pour permettre l'accès au voyage temporel, servant ainsi de porte de transfert temporel. On pouvait aussi accéder au voyage interdimensionnel à travers ces lieux. Certains blonds peuvent être vus en présence de gris. Ce sont souvent des clones. Aucun véritable blond ne pourrait collaborer volontairement avec les gris après ce qui s'est passé à Procyon. Les clones se ressemblent tous, tandis que les blonds ont des caractéristiques faciales individuelles propres. Les clones ont un cou très épais et un corps hyper musclé. Ils n'ont pas la capacité de se téléporter ou de voyager interdimensionnellement. Ils peuvent recevoir des émissions télépathiques, mais sont incapables d'émettre. Les véritables blonds ont un cou plus fin et un corps agile. Leurs yeux sont alertes. La seule différence physiologique avec les humains est que leur système circulatoire est sous-développé tandis que leur système lymphatique est sous-développé. Les blonds ont une installation sur la planète Mars. Certains blonds, originaires de Sirius, plus petits que les Procyon, revendiquent déjà la planète Terre sous leur juridiction. Les Nochiens, ou langue d'Enoch, est la langue véhiculaire des races de l'espace. Les Nochiens est la langue racine ancestrale des blonds originels d'Origel. 8 l'école d'Asien de Polaris, en 1976. Les USA se seraient vus offrir assistance de la part d'un autre groupe extraterrestre nommé les Coldasiens. Dans leur essai de prendre la technologie coldasienne par force, les forces US auraient attaqué les bases des Coldasiens. Ceux-ci partirent furieux en capturant 200 scientifiques et en les emmenant sur une base de la face cachée de la Lune. Les Coldasiens sont originaires du système Polaris. / 35-manipulation médiatique. Les agences d'information ne relatent pas les observations d'OVNI sauf lorsqu'elles surviennent à une échelle telle qu'il devient impossible de les ignorer.
Alors dans ces cas-là, l'histoire est tronquée, certains détails sont sélectionnés arbitrairement et présentés de manière facétieuse. On constate que les agences d'information vont jusqu'à inventer des détails faux de sorte à réduire une affaire d'OVNI importante au rang d'absurdité. Les grandes agences d'information opèrent en cohésion avec les services secrets des gouvernements pour la raison simple énoncée par Stanton Friedman: aucun gouvernement de la Terre ne veut voir ses citoyens rendre allégeance à la planète plutôt qu'à leur pays. Les têtes de plusieurs groupes civils d'ufologues ont été infiltrées par des agents du gouvernement. Jusqu'au 10 octobre 1989, les agences d'information ont agi unanimement dans l'occultation de tout événement ufologique. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les observations et enlèvements se multiplient à une vitesse telle qu'il est devenu difficile de continuer à nier. Le meilleur moyen pour éviter une explosion traumatique, c'est de relâcher le plus d'informations possible, en permettant à certains livres d'être publiés. 36-Explications scientifiques des manifestations OVNI 12 août 1986. Une énorme vague d'OVNI au Canada, de l'Aqueron jusqu'à Nova Scotia et aux USA dans le Maine, New York, Michigan, Indiana, Illinois, Arkansas, Louisiana, Kentucky, Pennsylvania, South Carolina, Florida et en Australie à Leongatha, Victoria. À cette occasion, l'expert de la NASA James Oberg décréta autoritairement que ce que les gens ont vu était l'embrasement du carburant d'une fusée qui mettait sur orbite un satellite japonais. Pelois, directeur du planétarium d'Impulsion sans Terre à Pittsburgh, déclara plus justement: nous savons ce que ce n'était pas, mais nous n'avons aucune idée de ce que c'était. Toutes nos explications logiques ont été évincées. Cela tombe maintenant dans la classe des observations non identifiées. 23 septembre 1986. Une vague d'OVNI évolue en formation, laissant un sillage multicolore observé en RFA, Hollande, Belgique, Luxembourg, France. À Paris, Montreuil, on a observé une flotte de 15 OVNI en formation, de couleur argent. À Châtelet, ils ont été vus de couleur verte et turquoise. Ils traversèrent le ciel de Paris à la vitesse d'un avion qui effectue un vol aérien. Le NORAD déclara que les gens avaient vu les débris d'une fusée soviétique. 17 novembre 1906, Alaska. Un Boeing 747 de la Japan Airlines de retour d'Islande vers Anchorage. Les OVNI ont suivi l'avion cargo sur une distance de 400 miles pendant près d'une heure. Ils émettaient des flashs ambres, verts, jaunes. Ils ont joué avec l'avion, le suivant de près dans toutes ses manœuvres d'évitement, s'approchant et s'éloignant par moments. Le plus grand objet apparut sur le radar de la phare Anchorage. Le capitaine Trochy essaya des manœuvres d'évitement, sans succès. Phil Glass déclara que le commandant de bord avait pris la planète Jupiter pour un OVNI. L'affaire n'arriva aux USA, sur la place publique qu'en janvier 1987, et n'aurait jamais été dévoilée si un membre de la famille du capitaine n'en avait parlé à des journalistes au Japon. 17 mars 1988. Une vague d'OVNI est observée au-dessus de New York. L'explication officielle attribue ces observations à des forceurs en ULM. À chaque fois qu'un phénomène est observé, les rapports d'observation ne sont rendus publics que dans de petits journaux locaux sans écho alentour. 37-UFO News Clipping Service juillet 1987 à juin 1988. Lucius Farish, UFO News Clipping Service, décida de regrouper toutes les informations d'observation d'OVNI en piochant dans tous les petits journaux des USA et des autres pays. Sur un an, presque une observation tous les 3 jours rien qu'aux USA. 4000 observations d'OVNI à Whiteville, Virginia, entre octobre et novembre 1987. À cette époque à Whiteville on pouvait voir des douzaines de vents de la NASA faisant des sondages météo. 38-Little River Arkansas, à partir du 19 janvier 1988, et jusqu'à 1989 la contrée de Little River County, Arkansas, entre les villes de Foreman et Adoon, à la frontière du Texas, a été le siège de centaines d'observations d'OVNI. Des dizaines de photos existent. Clash Herod, directeur du Arkansas Sky Observatory, déclara que les gens ont vu la planète Vénus ou des réflexions de la Lune sur le ventre blanc des oies migratrices.
Étrangement, le prix de la terre entre Red River Arsenal et Fort Roman est soudainement doublé de valeur. Officiellement, un millionnaire suisse veut y construire un grand hôtel alors que c'est le désert. 39. L'incident de Mundrabia le 20 janvier 1988. La famille Knoll roule en voiture quand un ovni se pose sur leur toit et les soulève. Quand il repart, la voiture reste couverte à l'intérieur et à l'extérieur d'une cendre noire qui, selon MRS Knoll et ses fils, sent le macabé. Les experts déclarèrent que la voiture avait été heurtée par une pluie de météorites carbonées. Même incident en Tasmanie le 14 décembre 1987. Là les experts ont conclu à de la poussière issue d'une cassure des systèmes de freinage.